Donc, outre le coût, la qualité est un enjeu majeur pour la supply chain. Selon la norme ISO 9000, elle se définit comme l'aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences. Caractéristiques intrinsèques veut dire caractéristiques présentes dans la nature d'un produit, d'un service ou d'un processus. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'extérieur que l'on rajoute en plus. Donc, en tant que caractéristique intrinsèque, la qualité d'un produit se distingue clairement de son prix, qui est, elle, une caractéristique attribuée. Donc, deux produits ayant la même qualité peuvent avoir deux prix qui sont différents. Le terme caractéristique intrinsèque est aussi lié au terme exigence, qui se définit toujours selon la norme ISO comme les besoins ou les attentes des clients habituellement implicites ou explicites. Donc on comprend que ce ne sont pas véritablement les caractéristiques intrinsèques qui font la qualité, mais la satisfaction des attentes du client à travers ces caractéristiques et sa perception du produit et de la prestation qui font cette qualité. C'est pourquoi la qualité est toujours définie par une relation produit-client ou service-client. Dans l'absolu, il existe presque autant de caractéristiques définissant un produit ou un service qu'il existe de jugements exprimés à propos de ce produit ou de ce service. Et donc, une multiplicité de façons de caractériser un produit ou un service de qualité. Donc, selon la norme ISO 9000, les caractéristiques d'un produit peuvent être physiques, c'est-à-dire mécanique, électrique comme dans une voiture, chimique comme par exemple un détergent ménager. Les caractéristiques peuvent aussi être sensorielles, pensez à une odeur pour un parfum, un toucher pour un tissu ou un goût pour un produit alimentaire. Les caractéristiques peuvent être comportementales, lorsqu'il s'agit d'un service après-vente par exemple. Les caractéristiques peuvent aussi être fonctionnelles temporelles, donc pensez à des aspects comme la fiabilité, la durabilité ou encore la maintenabilité d'un PC par exemple, ou encore ergonomique, lié par exemple au confort d'un matelas ou à la sécurité des personnes pour le cas des bonbonnes de gaz par exemple. En réalité, toutes les caractéristiques sont importantes dès lors qu'elles respectent les spécifications et sont pertinentes pour le client, c'est-à-dire qu'elles contribuent à sa satisfaction. En plus, d'un point de vue entreprise, il convient d'être bien conscient que chaque caractéristique de plus impose un effort particulier en termes de contraintes de réalisation, mais surtout de coûts. Au sens strict, la supply chain n'a pas la responsabilité directe sur la qualité de réalisation du produit, puisqu'il y a souvent en entreprise un service qualité indépendant qui est le garant que la production se fasse en conformité aux spécifications. Toutefois, les principes et les règles en matière de qualité ont un impact fort sur l'organisation et les performances, notamment lorsqu'on parle par exemple de qualité dans le processus achat, que nous verrons dans le deuxième chapitre, mais aussi lorsqu'on parle de qualité des activités de service, et en particulier les services logistiques au sein de la supply chain. Mais avant de parler de la qualité des services, intéressons-nous d'abord aux caractéristiques des services qui les différencient des produits ou des biens matériels. D'abord, un service est intangible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de caractéristiques physiques mesurables qui permettraient au client, par exemple, de comparer plusieurs services avant de les acheter, comme il le ferait, par exemple, pour des chaussures ou des voitures ou des machines à laver. De plus, les critères de qualité sont en partie subjectifs. Donc, l'appréciation que le consommateur porte sur un service, comme par exemple une consultation médicale, ne dépend pas uniquement des caractéristiques objectives de la consultation, mais aussi de son opinion personnelle ou son feeling, si vous voulez, vis-à-vis du médecin. Ensuite, et contrairement au produit, un service n'est ni stockable ni transportable. Du fait que sa production, on appelle ça aussi la servuction, la production d'un service, on l'appelle servuction. Donc, dans la mesure où la production et la consommation du service sont simultanées. On ne peut donc pas, par anticipation, stocker par exemple des consultations médicales ou des coupes de cheveux pendant qu'il n'y a pas de patient ou qu'il n'y a pas de clients pour que lorsqu'il y a beaucoup de clients, on puisse distribuer les consultations. Donc ça, c'est pas possible. Ceci donc ça pose un problème délicat lorsqu'il s'agit d'ajuster la charge à la capacité de production du service. Donc le seul ajustement possible qui peut intervenir lorsque la demande est plus importante que la capacité de traitement du système,
et la création de files d'attente. Donc si on a une ressource qui est limitée, que la demande est plus forte que la capacité de traitement du système, il y aura création de files d'attente. Et si l'attente est trop longue, il peut en résulter une dégradation de la qualité perçue du service. Pensez par exemple à un médecin, un service administratif ou encore une caisse de magasin où vous avez attendu tellement longtemps que vous avez une mauvaise image de ce service et que vous l'avez même déconseillé à vos proches. Donc les services ne sont pas non plus transportables. Donc les entreprises de services doivent mettre en place des capacités de service sur le lieu de consommation pour lesquelles elle ne pourra pas choisir des implantations selon les lieux qui permettent de minimiser les coûts, comme on le ferait par exemple pour la production de biens. On ne peut pas par exemple aller dans des pays low cost pour produire des consultations médicales et les importer par la suite pour les distribuer aux patients. Donc ça, c'est pas possible. Donc les lieux de production de services sont imposés par les lieux de consommation de ce service-là. Donc en outre, dans les services, il y a contact direct entre le personnel, ou en tout cas une partie du personnel de production, par exemple un livreur dans l'e-commerce ou un serveur dans un service de restauration, et le client. Alors que dans l'industrie, il y a séparation claire entre les producteurs et les clients, dans le service, une partie de la production doit être faite en présence du client ou en l'impliquant directement. Donc il y a nécessairement un contact physique entre le personnel et le client. Donc cela pose problème dans la mesure où la sélection et la formation du personnel, elle doit allier et les qualités techniques et les qualités commerciales. Donc ça doit non seulement être un bon médecin, mais aussi quelqu'un de jovial, quelqu'un de gentil, qui est à l'écoute, etc. Donc la qualité perçue par le client sera dans une large mesure conditionnée par la qualité et la formation du personnel qu'il aura en face de lui. De plus, donc le risque d'insatisfaction du client est élevé dans la mesure où le client participe parfois à la production du service contrairement au produit. Donc ce qui augmente le risque de mauvaise qualité. Pensez par exemple à un meuble Ikea qui est mal monté par le client, ou un client qui ne réussit pas à bien utiliser un distributeur automatique de billets. Donc ça, c'est une caractéristique qui présente des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que le client apporte sa force de production au moment et à l'endroit où il a besoin du service, et généralement ça lui coûte moins cher. Mais l'inconvénient, c'est qu'il doit être bien éduqué à ce qu'on appelle le self-service pour bien remplir sa part de production pour que la qualité de service ne soit pas dégradée. Et finalement, il n'est pas possible de démontrer la qualité de service avant de l'avoir produit, donc le client doit faire confiance au producteur du service. Qui plus est, les possibilités de retouche d'un service sont généralement très limitées. Pensez par exemple à une erreur médicale ou à une coupe de cheveux ratée par exemple. Alors, pour en revenir à la qualité d'un service, les principales caractéristiques qui permettent de définir et d'évaluer la qualité d'un service peuvent être classées en 8 catégories. Alors, d'abord le temps. Comprenez le temps d'attente du client à différentes étapes de son parcours dans une organisation. Pensez par exemple dans un hôpital, au service à l'accueil pour faire les démarches administratives, à l'attente du médecin, à l'attente d'une radio, à l'attente d'analyse médicale, etc. Ce temps d'attente est parfois très critique. Pensez par exemple aux victimes d'arrêt cardiaque pour qui l'attente d'une ambulance ou l'attente d'un médecin dans le service d'urgence est carrément une menace pour leur vie. Mais en dehors du domaine médical qui est un peu particulier, le problème dans les services, c'est toujours de savoir combien le client est prêt à attendre avant d'être insatisfait. Donc combien de temps le client peut attendre sa carte bancaire, combien un client de commerce par internet est prêt à attendre la livraison de ses achats, etc. Donc la deuxième caractéristique qui permet d'évaluer la qualité d'un service, c'est la promptitude. Ou le respect des délais de livraison annoncés aux clients. Par exemple, si vous avez recours au service d'un site de e-commerce qui annonce un délai de livraison allant de 2 à 5 jours, donc vous jugerez en fait cette entreprise sur le respect de ce délai qui vous a été annoncé. La troisième caractéristique qui permet d'évaluer la qualité de service, c'est ce qu'on appelle la complétude.
Il s'agit de savoir donc si le client a obtenu tout ce qu'il attendait et si tous les éléments de sa commande ont été pris en compte. Pensez par exemple à une commande que vous faites sur Internet. Vous attendez 5 jours pour la réceptionner et une fois que vous ouvrez le carton, vous trouvez qu'il y a des articles qui manquent, des articles qui ont été remplacés par d'autres, etc. Donc ça, vous allez être très frustré en faisant cette découverte. Donc la quatrième caractéristique, c'est la courtoisie. La courtoisie, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est la politesse, le respect, la considération, l'amabilité dont fait preuve le personnel vis-à-vis du client. Donc l'idée est que l'employé au contact direct de la clientèle doit fournir un accueil agréable à chacun des clients, d'où ce qu'on disait tout à l'heure pour la complexité de la gestion des ressources humaines dans les services. Ensuite, la cinquième caractéristique, c'est la cohérence. La cohérence, c'est-à-dire que les services doivent être fournis de la même façon pour chacun des clients et de façon constante pour le même client. Si on s'adresse à un site de e-commerce, que la première fois on a été satisfait du service de livraison, par exemple, la deuxième fois pareil, et que la troisième fois on a été déçu, donc on va garder ce sentiment de déception. Donc il faudrait que l'entreprise soit cohérente dans le service rendu. La sixième caractéristique, c'est l'accessibilité, c'est-à-dire la facilité d'obtention du service à travers la proximité géographique du lieu de service, des horaires d'ouverture adaptés par exemple, et si c'est un service qui est rendu par téléphone ou via Internet, le client pourrait par exemple être insatisfait de trouver le téléphone qui est toujours occupé ou le site Internet qui est toujours inaccessible. La septième caractéristique, c'est l'exactitude, c'est-à-dire est-ce que le service a fonctionné correctement dès la première fois. Pensez par exemple à votre téléphone qui tombe en panne, toujours sous garantie, que vous adressiez au service après-vente et qui prend 1 mois pour réparer votre smartphone. Et puis quand vous le récupérez, vous découvrez que finalement il est en panne. Donc quel serait votre sentiment de frustration quand vous vous rendez compte que le service n'a pas été rendu la première fois. Et enfin, la dernière caractéristique qui permet d'évaluer la qualité d'un service, c'est la réaction qui se rapporte au fait que le personnel de service réagisse rapidement et résolve des problèmes, même les plus inattendus. Pensez par exemple à une commande que vous avez passée auprès d'un vendeur de vêtements sur Internet, par exemple. Vous vous rendez compte trop tard que vous avez commandé la mauvaise taille de vêtements. Donc le fait de pouvoir appeler le service commande pour lui expliquer le problème et qu'il vous propose des solutions rapidement de type corriger la taille ou vous proposer un produit de substitution pourrait largement contribuer à votre satisfaction par rapport au service rendu. Donc ensuite, outre la qualité et le coût, un autre enjeu important de la supply chain, c'est le délai. Donc l'aspect temporel, donc on en a parlé, il est important pour deux raisons principales. D'abord, et comme on l'a vu en termes de qualité de service au client, le délai d'attente entre la passation de la commande et la réception du produit est un critère important de satisfaction du client et donc de différenciation de l'entreprise dans son environnement concurrentiel. Il suffit de voir les sites internet de nombreuses entreprises qui promettent toujours des délais de livraison de plus en plus courts. La deuxième raison, c'est que plus le délai de séjour d'une matière première, d'un composant acheté dans le magasin usine, d'un long cours de production dans l'usine ou un produit fini, soit dans un entrepôt, soit dans les moyens de transport, est long, et plus la charge financière associée à la possession de stock, donc les immobilisations financières, sont lourdes. Donc plus le cycle d'approvisionnement, de production et de distribution seront courts, moins les immobilisations financières du stock seront importantes. Donc, en supply chain, une notion importante que nous allons souvent voir, c'est la notion de lead time. En français, ça s'appelle délai d'obtention ou encore délai de livraison par abus de langage, puisqu'il ne s'agit pas uniquement de transport. Donc, on parle de lead time dans tous les processus de la supply chain, que ce soit l'approvisionnement, la fabrication ou la distribution. Un lead time pour l'approvisionnement du magasin des matières premières et composants, ça va être le délai entre la passation de la commande auprès du fournisseur et la réception physique des produits dans le magasin. Donc ça correspond à la somme du délai de traitement de la commande par le fournisseur en termes de flux d'information, c'est-à-dire l'envoi d'une commande soit par courrier ou fax, soit par téléphone, soit par mail ou encore via un système d'information commun.
du délai de réaction du fournisseur, c'est-à-dire le délai dont il a besoin pour se réapprovisionner à son tour, pour fabriquer son produit ou simplement pour préparer et emballer la commande, puis d'un délai de transport entre l'installation du fournisseur et le magasin de l'entreprise. En fabrication, on parle aussi de lead time. Il correspond au délai entre le lancement d'un ordre de fabrication par un poste de travail auprès du poste de travail qui se trouve en amont dans le processus de fabrication, c'est-à-dire en fait son fournisseur interne, et la réception physique des pièces demandées dans l'ordre de fabrication. Donc ça correspond à la somme des délais de traitement de l'ordre de fabrication par le poste amont, c'est-à-dire le temps que l'information remonte au poste amont, du délai de fabrication des pièces demandées dans l'ordre de fabrication et le temps de transport entre le poste amont et le poste aval. En distribution, c'est pareil. Donc le lead time correspond au délai entre la passation de commande par le client final auprès de l'entrepôt et la réception des produits finis par ce client final. Donc ce lead time correspond à la somme du délai de traitement de la commande par l'entrepôt, qui peut arriver soit par téléphone ou via site web de l'enseigne par exemple, du délai de préparation de commande et d'emballage dans l'entrepôt, puis le délai de transport entre l'entrepôt et le client. Donc on remarque que quel que soit le processus, le lead time se divise en délai sur les flux d'information et un délai sur les flux physiques. Donc afin de réduire le lead time et donc améliorer le service client et de réduire les immobilisations financières du stock, il faudra travailler sur les deux volets. Le volet remontée rapide de l'information et le volet diminution des temps de cycle pour le traitement des flux physiques. En réalité, si on regarde de plus près, avant chaque processus de traitement, de mise à disposition du produit et de transport, il y a un temps d'attente. Comme nous l'avons expliqué précédemment, ces temps d'attente s'expliquent par le fait qu'on dispose de ressources limitées dans un système et que dès que la demande dépasse la capacité du traitement du système, il y a formation de file d'attente. C'est vrai pour une commande qui attend d'être traitée par un employé, une pièce qui attend la disponibilité d'un opérateur ou d'un équipement de production pour être usiné ou assemblé, ou une commande qui attend la disponibilité d'un préparateur de commande, ou encore une livraison qui attend la disponibilité d'un moyen de transport. Donc ces temps d'attente peuvent être importants et parfois très supérieurs à la durée du processus en lui-même. Il suffit de penser au temps passé dans une salle d'attente d'un médecin très réputé par rapport à la durée de la consultation médicale en elle-même. Donc la prise de décision optimale en supply chain management permet justement de traiter ce type de problématique de réduction des temps d'attente. Donc, outre la qualité, le coût et le délai, il y a une quatrième caractéristique qui constitue un enjeu majeur de la supply chain et qui est la flexibilité. Alors, il y a deux types de flexibilité, la flexibilité qualitative et la flexibilité quantitative. La flexibilité quantitative correspond à la possibilité d'accroître ou de réduire sa capacité en fonction des fluctuations de la demande. Vu qu'en supply chain management, il est parfois difficile de prévoir la demande de manière précise, l'avantage de la flexibilité, c'est de permettre un meilleur ajustement aux fluctuations de la demande. Par exemple, un hôtel peut embaucher du personnel saisonnier pour faire face à la demande estivale qui est très forte. Une usine peut avoir recours à des heures supplémentaires de ses ouvriers pour faire face à des commandes urgentes qui arrivent en dernière minute, etc. Donc le supply chain management, et en particulier le volet gestion de production, propose différents moyens d'ajuster la charge de travail à la capacité des ressources afin d'éviter tout retard et donc de permettre de tenir ses engagements vis-à-vis du client. Deuxième type de flexibilité, c'est ce qu'on appelle la flexibilité qualitative, qui est aussi appelée la polyvalence. C'est la capacité en fait du système de traiter une grande variété de produits ou de services. Cela permet à l'entreprise de proposer une grande variété de produits aux clients, c'est-à-dire une déclinaison importante de couleurs, d'options, de services, etc. Donc généralement, une usine pour faire la même opération, elle a le choix entre acquérir une machine spécialisée dans une seule fabrication qui est très performante et donc qui diminue le coût unitaire de fabrication,
ou entre acquérir une machine universelle qui permet de réaliser plusieurs types d'opérations, mais souvent moins rapide que la machine qui est très spécialisée dans une seule fabrication. Donc, d'une manière générale, l'entreprise qui investit dans une machine qui est très spécialisée recherche des coûts qui sont très compétitifs. En revanche, elle proposera moins de choix de référence à ses clients et trouvera des difficultés pour s'adapter aux évolutions du marché par la suite. Il en est de même pour le domaine du service. Dans une banque, par exemple, si les employés sont très polyvalents, donc mieux formés et plus expérimentés, les coûts salariaux vont être plus élevés que si elle fait appel à du personnel qui est très spécialisé. Mais en revanche, la clientèle pourra bénéficier d'une meilleure qualité de service, comme par exemple une meilleure qualité de relations commerciales, une meilleure réponse aux besoins des clients, etc. Donc, dans le chapitre 2 de ce cours, nous allons voir en détail comment les décisions stratégiques en supply chain management permettent d'obtenir cette flexibilité qualitative.